Alors bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est le défi Titicaca? C'est tout simplement une idée que j'ai eue pendant le premier confinement. Alors il faut savoir que de base, moi je suis nageur paralympique et il faut savoir que dans le paralympisme, parfois il y a des petits soucis de classification. En gros, pour faire très bref, en natation il y a 10 catégories de S1 à S10. S1 c'est les handicaps les plus lourds, S10 c'est les handicaps les plus légers. Moi j'étais en catégorie S5 et depuis 2 ans, je me retrouvais dans la même catégorie que des mecs qui avaient leurs deux mains. Donc forcément, ils étaient quand même un peu plus avantagés que moi. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Et du coup, ça m'a mis un gros coup au moral. J'avais beaucoup de mal à m'entraîner 2 fois par jour pour finir troisième ou quatrième au championnat du monde, au championnat d'Europe ou aux Jeux, ça ne m'intéressait pas. Et pendant le premier confinement, justement, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un défi, un truc qui me réanime, un truc qui me donne envie de m'entraîner chaque jour. Et on a créé avec mon agent Anne Bayard le défi Titicaca. On est parti de rien et on a décidé de traverser justement le lac navigable le plus haut du monde en totale autonomie. Et une des idées aussi que j'avais avec ce défi, c'était de pouvoir partager cette expédition avec d'autres personnes. Donc j'ai demandé à Mathieu Vidvoet, un éco-aventurier, de venir avec moi, et bien sûr Malia, qui a fini par accepter aussi. Et on part dans 48 jours maintenant au Pérou. Qui a fini par accepter, ça veut dire que Malia, bon, aller vous plonger dans des eaux gelées, a priori, ça vous faisait pas envie. Si, j'étais la plus rapide à répondre, en 1 h 30. Ouais. 1 h 30 après C'est vrai, c'est vrai. le premier appel de Théo et Anne. J'ai posé plusieurs questions. C'était pas le fait de sortir de ma retraite, parce que ça faisait 11 ans que je nageais plus du tout. Alors, quand je disais plus du tout, je ne mettais plus les pieds dans une piscine. J'ai fait un burn-out de la piscine. Je ne pouvais plus supporter l'odeur de la piscine. Et c'est vrai que ça m'a... J'ai eu de la réflexion parce que Anne et Théo m'ont posé la question est-ce que tu nages encore? Non, pas du tout. Et plus envie du tout. Donc, c'est sûr qu'après, quand elle m'a dit 122 km, j'ai fait t'es sûr c'est 122? Oui, c'est 122 km. Parce qu'a priori, vous nagiez plutôt sur des distances plus courtes, Oui, Malia. 50 mètres. Vous étiez assez minimaliste. Donc oui, j'ai dit oui. J'ai posé la question à mon ancien entraîneur qui est directeur technique de l'eau libre, Stéphane Leca. Il m'a dit mais Malia, ça va être une superbe aventure, mais tu sais qu'il faut se remettre à l'eau. Je fais oui, je sais. J'ai bien compris. Et j'ai dit oui. J'ai dit à Théo oui parce que c'est une aventure humaine qu'on est en train de vivre dans la préparation et qu'on va vivre encore pendant la traversée. Et on en parle ce matin parce qu'il y a ce défi humain, ce défi physique, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de questions d'innovation. En tout cas, ça fait des mois que vous vous préparez en immersion dans des centres d'entraînement. Parlez-nous, racontez-nous, Théo, il y a eu la naissance de ce projet, cette idée, et qu'est-ce qui s'est passé depuis et comment vous vous entraînez? Ouais, c'est vrai qu'il faut se préparer quand on a une idée pareille. À 48 jours de la traversée, je me dis j'aurais peut-être dû réfléchir un petit peu quand même. Et non, évidemment, ça demande une préparation assez dingue parce qu'on a des caractéristiques. Enfin, le lac a des caractéristiques assez exceptionnelles. Ouais, Parce qu'on dites-nous. est à 3800 mètres d'altitude, donc on a 30% d'oxygène en moins. On est dans de l'eau à 10 degrés, comme tu viens de le dire. Et puis surtout, on a 122 km de nage à réaliser minimum, en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on tracte un radeau à la nage la journée, que la nuit on dort à l'intérieur. Et ce radeau, il est un petit peu lourd parce qu'on a à peu près 500 kg à tracter. Il y a toujours 2 nageurs dessus et un nageur qui tracte l'embarcation. Donc quand on a toutes ces caractéristiques, évidemment, il faut s'entraîner. Donc ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on se prépare pour ce défi. On a fait des stages un peu partout en France. Dans des conditions réelles, en fait. Dans des conditions réelles, ou en tout cas des conditions qui se rapprochent le plus possible des conditions qu'on va avoir dans 48 jours. D'ailleurs, on va partir dans quelques semaines à Font-Romeu. On va retourner là-bas parce qu'on y est déjà allé pour voir un petit peu comment on réagissait à l'altitude. On dort dans des chambres hypoxiques à 3800 mètres d'altitude, donc dans des chambres où on gère le taux d'oxygène à l'intérieur. Et en fait, on a vu qu'on réagissait tous les trois plutôt bien à l'altitude, donc ça nous a rassurés. Là, on est sur le sprint final de notre prépa, mais évidemment qu'on commence un petit peu à stresser et à se poser des questions, mais c'est normal.
Alors, on découvre un peu des images. C'est quoi, Malia, Là, voilà, notamment le fameux radeau, hein. Non, ça c'est le Non. radeau prototype. Très bien. Quand on avait à Annecy, on n'avait pas encore notre radeau qui était encore fini, qu'on a eu à Matmal au mois de juillet. Là, c'était Annecy, c'était quelle période? C'était mai-juin, je ne sais plus. Avril. Avril, nous souffletons dans la salle. Merci. Avril, Ouais, c'était loin. avril. Donc, on a eu de la chance que notre designeuse qui travaille avec la R&D de chez EDF nous a conçu un radeau qui ressemble à peu près à notre radeau. Et là, on était sur le beau lac d'Annecy qui est magnifique. Là, c'est moi et Théo dans l'eau. Et on voit Mathieu qui commence à préparer le ravitaillement. Donc là, c'est que ça veut dire qu'il y avait un peu de vent. S'il y en a 2 dans l'eau, c'est que ça veut dire qu'il y avait un peu de vent. Et le radeau est un peu compliqué à tracter. Sinon, c'est vrai qu'on fait en sorte d'avoir un nageur dans l'eau pour pouvoir avoir plus de temps de récupération. Donc on voit à côté en paddle, c'est le coach qui donne les consignes. Et donc on avait souvent la télé qui était avec nous, donc on voit un petit bateau qui nous suit, mais sinon c'est forcément une superbe aventure. Au début on se dit mais dans quoi vous êtes partis? Mais en fait c'est génial parce qu'on sort complètement de notre zone de confort. Pour vous parler un peu de la plateforme qui est devant, par rapport au vrai radeau, c'est que cette plateforme, ça a été créé en fait, ils ont créé des caissons dans lesquels on met nos affaires, la nourriture et tous les appareils électroniques. Et normalement, c'est pas cette tente, c'est une belle tente, une coque, sur lequel il y a des panneaux photovoltaïques avec notre super partenaire SolarClose, sur lequel, qui est aussi une innovation qu'on va retrouver pour Paris 2024. Et ces panneaux vont permettre de recharger les batteries, que ce soit l'iPad qu'on va garder pour avoir la direction et les vents, recharger aussi le petit moteur parce que on se laisse dériver pendant toute la nuit. Et forcément, on va faire 5-10 km pendant la nuit et on ne va pas faire 5-10 km à la nage pour revenir au point de départ. Donc ce petit moteur va nous permettre de revenir au point de départ de la veille ou de l'après-midi quand on s'était arrêté. Comme ça, on ne va pas faire 200 km au lieu de 122. Et on dort à 3. Donc vous voyez, normalement, c'est une tente de 2 et on dort à 3. Donc forcément, on a des délires, on est 3. Mais c'est assez marrant. Vas-y Théo, je sais que tu veux le dire. Non, mais on va vous mettre un peu dans la confidence. C'est vrai qu'on dort dans un tout petit espace. Oui. On dort pratiquement les uns sur les autres. Et il faut savoir que Malia ronfle beaucoup. Et j'adore l'afficher partout. On va ensemble. Et non, mais c'est vrai, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on a des phases de récupération très courtes. Et ces phases de récupération, elles sont ultra importantes. 10 jours de traversée, il va forcément, 10 jours minimum, hein, parce qu'on peut en mettre un petit peu plus, ça dépend des conditions météo qu'on va avoir. Mais dès qu'on a des phases de récupération, elles vont être ultra importantes. Et c'est vrai que pendant les stages, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte surtout, que ma chère collègue ronflait un petit peu beaucoup, et que du coup ça m'empêchait de dormir et de récupérer. Donc là, en fait, on a en discussion avec un autre partenaire, justement, qui est en train de nous concocter un système pour que Malia ronfle un peu moins et qu'on va aussi avoir des boules caisses de grande qualité. Donc voilà, c'est plein de petites choses en fait qu'on ne pense pas au tout début de la réalisation de ce projet. Et puis petit à petit, grâce à la préparation, grâce aux différents stages, on se rend compte de plein de petits détails et c'est hyper important. Ouais. Et l'innovation, du coup, est importante dans les moindres détails dans votre aventure. Je vous vois depuis tout à l'heure regarder là. Parce que c'est vrai que ça m'intrigue, c'est impressionnant. Déjà, est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des insectes ou quoi que ce soit? Ou genre, je ne sais pas, quels sont les vrais dangers? Et est-ce qu'il y a, parce que là je vois qu'il y a l'entraîneur à côté, et tout à l'heure il y avait un bateau, est-ce que vous allez être uniquement tous les 3 perdus au milieu de nulle part, ou vous allez avoir un bateau de sécurité qui vous accompagne? Voilà, donc, et dernière question, est-ce qu'il y a des courants? Parce que j'imagine que si vous devez nager à contre-courant, ça va être très 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 dur. Alors là, on voit qu'il y a l'entraîneur où il y avait le petit bateau. Il n'y aura personne. On sera seul. On a décidé d'être seul, qui était un peu le malheur de Anne. Ouais. Et on l'a dit non. On a dit totale autonomie. On ne veut pas de bateau. On ne veut pas de bateau de sécurité. S'il y a un souci,
médicale, on doit savoir, par exemple, faire des points de suture à l'un ou à l'autre. Bizarrement, ils veulent pas que ce soit moi qui fasse les points de suture. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Non, on veut pas. On veut te les faire peut-être, mais on veut pas que tu ne le fasses. C'est gentil, il y a une belle cohésion. Donc, on aura une trousse de sécurité montée par le médecin Sébastien Legaret de l'INSEP. Et ensuite, tu nous avais posé d'autres questions. C'était le courant. Non, je crois que c'est le lac. Il n'y a pas de courant. Donc, Et est-ce qu'il y a des bêtes? Est-ce qu'il y a des crocodiles même? Non, il n'y a pas de crocodile. Il y a beaucoup de. On nous avait dit. On avait truites. regardé de. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de truites, il y a beaucoup d'élevage de On truites. sait que tu aimes bien pêcher. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'élevage de truites. Donc, dans le parcours Oui. qu'on a déjà tracé au préalable, en fait, on évite pas mal d'élevage. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des grenouilles géantes. Oui, Il y a les des grenouilles les grosses plus grosses du monde là-bas. C'est assez flippant. Et il n'y a pas de fond. Donc, on se demandait pourquoi on ne mettait pas une encre. Il y a 300 mètres de fond, donc on ne peut pas. Wow. On met des encres flottantes qui vont nous permettre d'éviter des dérivés. Incroyable. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais il y a c'est l'aventure les challenges, humaine, je le trouve ça défi super. physique, l'innovation, évidemment, c'est ce qui nous intéresse maintenant, mais c'est presque le plus intéressant là, dans la En préparation. fait, le défi c'est assez est innovant. fascinant. Le défi est complètement innovant. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur le lac Titicaca. Et je pense que c'est ce qui a aussi donné aussi cette idée à Théo, se dire ça n'a jamais été fait, je veux le faire, être le premier. C'est vrai, c'est ce qui m'a excité au départ et ce qui me rend le plus fier en fait aujourd'hui, c'est que au départ, on est parti d'une simple discussion avec mon agent. Je me remettais en question à cause de ces problèmes de classification. Donc au départ, en fait, on part de rien, on part d'une page blanche et on a écrit l'histoire petit à petit. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine de personnes autour de ce projet. On a parlé de la R&D de EDF qui a conçu le radeau. On est parti de rien. Pareil, on a juste dit il nous faut une embarcation qui nous permet à la fois d'avancer assez rapidement, mais aussi qui nous permet de nous reposer, de faire tout un tas de choses dessus. Il y a eu les panneaux solaires, mais aussi par exemple les matelas qui ont été conçus uniquement par une marque qui s'appelle Simons. Ils ont conçu des matelas juste pour nous avec des matériaux recyclés. Bref, on allait hyper loin aussi dans la démarche environnementale. C'était important pour Oui, parce que je voudrais que vous nous parliez du message aussi, un des messages que vous avez envie de véhiculer, parce que évidemment, vous n'allez pas vous jeter dans l'eau fraîche juste parce que vous aimez ça. Si, pourtant, je rigole. Aussi. Non, c'est vrai, il y a plusieurs messages. Il y a évidemment déjà le dépassement de soi qui nous relie tous les trois. Aussi, ce qui me semble essentiel, c'est l'association de nous trois, parce que tout seul, je n'aurais jamais pu traverser le lac Titicaca. Ensemble, on va sûrement pouvoir le faire. Et aussi, il y a le côté environnemental qui me tenait à cœur. Dès le départ de cette expédition, j'avais envie de parler de ça, mais à part trier dans mon appartement, c'est tout ce que je fais et tout ce que je savais faire sur le côté écologique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à Mathieu de nous rejoindre dans l'aventure, parce que lui, donc oui, il a fait plein d'expéditions, toujours avec un rapport sur l'écologie, mais en plus de ça, lui, il a rapporté énormément de connaissances sur ce côté-là. Et par exemple, là, encore aujourd'hui, on est en train de récolter de l'argent, on recherche encore de l'argent pour aider des associations locales, toujours avec ce but environnemental. C'est bien beau, on va arriver au Pérou, on va être super bien accueillis, mais on a envie de laisser un certain héritage en fait à notre départ, et on va essayer de les aider de cette manière-là. Ouais. Il faut rajouter que notre bateau a une 3e vie et il aura une 4e. La première vie, c'est qu'il a fait les Jeux Olympiques. Et après, il a servi pour une association, l'Odyssée, qui a permis, grâce aux déchets plastiques, de transformer en pétrole, qui permettait de faire avancer justement ce bateau. Et maintenant, il est notre nouveau radeau, mais qui n'était pas à l'écran, mais qui a été vraiment 3e radeau complètement transformé. Et ensuite, il va servir justement pour une association, pour en fait l'Institut de recherche de développement au Pérou, pour pouvoir justement aider la population locale à vraiment faire en sorte de comment récolter les déchets plastiques pour éviter la pollution de l'eau, parce que beaucoup connaissent le lac Titicaca niveau tourisme, donc il y a forcément de la pollution niveau tourisme, population locale qui est complètement en autarcie. Donc voilà, c'est vraiment une 3e vie plus une 4e vie qui se prépare après le défi. Et un défi, le dépassement de soi
Au service de l'écologie, notamment, tu as écrit, ça vous touche, ces intentions? Évidemment, mais l'écologie, c'est un... Et l'innovation, un dépassement de soi et innovation. Évidemment, en tout cas, l'écologie, ça me touche, mais d'une façon beaucoup plus globale. Et ça, c'est un sujet profond et qui demandera beaucoup plus de temps à évoquer. Je pense que les gouvernements, d'une façon générale, ne font pas assez. Et des messages hyper symboliques, comme vous faites aujourd'hui, c'est vraiment hyper important. Après, la technologie, l'innovation, le dépassement de soi, ça c'est tout ce qui m'a habité finalement. On va avoir des images parce que bon, je les ai déjà vues moi, mais alors elles sont toujours aussi fascinantes, hein, notamment de votre saut, pour ceux qui s'en souviennent, hein, de la Tour Eiffel, parce que oui, quand on parle dépassement de soi et innovation, parce que ce qui est intéressant, et je vous ai déjà entendu raconter l'histoire, mais ce que j'aime aussi dans cette histoire, c'est qu'il y a de l'innovation. Vous avez des secrets, vous notamment votre matelas. Non, bien sûr. En tout cas, sur le saut de la Tour Eiffel, il y avait plein de problèmes techniques. Le nombre de jets que j'arrivais. Justement, on a juste un petit problème technique. Vous irez regarder. Je n'ai pas les images de. Bon, il n'y a pas de problème. C'est en tout cas, facile à trouver. Quoi qu'il arrive, voilà, j'avais fait ce saut où je m'étais lancé du premier étage de la Tour Eiffel. Il y avait plein de difficultés, la prise au vent, le nombre de jets. Il fallait, ou au Sacré-Cœur, il fallait que je décolle pile à 51 km/h, parce que si je décollais plus vite, je ratais l'atterrissage complètement. Si je décollais trop lentement, je tapais le coin. Donc tout était calculé, il fallait calculer mon poids, etc. Donc j'avais beaucoup travaillé avec les ingénieurs, et d'une façon générale, j'essaye toujours de mélanger la performance, le sport et la technologie. Et puisqu'on ne peut pas faire ça toute sa vie, c'est pour ça que je me suis lancé à créer des entreprises dans la technologie avec la création d'On-Off. Et c'était un challenge tout autant, parce qu'il fallait arriver à convaincre le régulateur télécom de créer des choses qui n'existaient pas, etc. Donc voilà, il y a eu plein de parallèles dans le challenge. Vous êtes un serial entrepreneur maintenant. D'ailleurs, je crois qu'on a une question de la salle pour vous. Ok. Et oui. Voilà, on a des questions on a une question d'une étudiante. Merci de nous avoir partagé vos témoignages du coup, et vos futurs projets. C'était vraiment impressionnant. Et j'avais une question donc, à vous, Taïkris, par rapport à votre vie entrepreneuriale. Comment vous avez réussi à garder la flamme du sport extrême, des défis extrêmes dans votre vie entrepreneuriale, puisque j'imagine que ça vous procurait des... Alors c'est très différent, c'est vrai, mais si vous voulez, moi, j'ai pas été finalement en quelque sorte sportif, j'ai plus été challenger. Le sport, c'était surtout une façon d'avoir un rêve extrême qui était d'être champion du monde quand j'étais gamin, mais donc me battre pour atteindre ce rêve. Mais ce n'était pas finalement sportif en soi. Et donc, j'ai gardé toujours cette mentalité de challenger dans tout ce que j'aime faire. Et créer une entreprise, je l'ai vu comme un championnat du monde, en quelque sorte. Et donc, c'était le rêve d'essayer de partir de zéro, créer un opérateur téléphonique, inventer quelque chose qui n'existait pas là-dessus, puisque finalement, j'ai mis des numéros de téléphone dans une application qui permet comme ça d'avoir un deuxième numéro en un clic, et ça n'existait pas. Et du coup, tous les jours au bureau, au fur et à mesure de cette aventure, j'ai tout le temps la flamme, parce que c'est passionnant, j'apprends des nouvelles choses, et j'aime sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire que je ne voulais pas uniquement avoir la casquette de sportif. Après, il y a une vraie différence entre le sport et le monde de l'entreprise, parce que, surtout dans un sport individuel comme le mien, si je m'entraînais bien, j'avais des résultats. Si je ne m'entraînais pas bien, j'en avais pas. Alors que dans le monde de l'entreprise, ça ne dépend pas que de moi. On est une équipe. Aujourd'hui, dans On-Off, dans l'application On-Off, on est près de 100 personnes. Donc, il faut motiver tout le monde. Et donc, c'est très, très, très différent. Et aussi, c'est beaucoup plus lent. Dans un championnat du monde, on s'entraîne, c'est clair, une vie. Mais on a la date du championnat du monde, on le rate ou on le réussit, alors que dans une entreprise, il n'y a jamais de finalité en soi. Est-ce que quand on fait 10 millions d'euros, c'est la finalité? Est-ce que quand on en fait 20, c'est la finalité, ou 100? Donc, c'est plus un marathon, quoi. Voilà, plus un marathon, mais c'est tout autant aussi passionnant, et c'est finalement des gens, on rencontre des gens extraordinaires, et ça, c'est ça qui est super. Merci beaucoup. Merci. Et vous allez pouvoir aller les rencontrer, leur poser des questions. Merci à tous les trois. 48 jours, c'est ça? 48 jours. Quand est-ce qu'on pourra... Non, où est-ce qu'on pourra vous suivre? Parce qu'évidemment, on va pouvoir vous suivre... Vous pouvez nous suivre où vous voulez, partout où vous voulez. Non, on est pas dans l'eau. Je voulais dire suivre votre aventure sur les réseaux sociaux, par exemple. Non, évidemment, on est sur Instagram et Facebook, sur Défi Titicaca. On a un site internet aussi, Défi Titicaca, j'ai un peu de mal à le dire. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent nous soutenir de n'importe quelle manière, rendez-vous sur le site Défi Titicaca. Et voilà, il y aura une newsletter,
il y aura un tracker aussi qui permettra en fait aux gens de suivre en direct live la traversée et on se donne rendez-vous de l'autre côté du lac, je l'espère.